14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble sur Sud Radio. En matière de sexualité, voilà bien un terme qui n'a plus trop la cote et qui devrait même peut-être être jeté aux oubliettes. Et pourtant, on va parler aujourd'hui du devoir conjugal en compagnie de Liliane Roudière qui a mené une véritable enquête sur ce devoir conjugal. Alors il faut bien comprendre qu'à l'origine du couple, le devoir conjugal avait pour objectif que les femmes aient beaucoup d'enfants et nous avons un peu oublié à quel point le ventre des femmes appartenait à l'État. Et donc le mari, il avait pour devoir d'honorer son épouse afin de fonder une très 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 grande famille. Bon, heureusement, l'époque où la sexualité avait pour but surtout de se reproduire est révolue. Pourtant, il y a encore des femmes qui peuvent se sentir obligées ou du moins ont envie d'accepter des relations sexuelles. Pourquoi ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre durant ces 2 heures. Et puis déjà, je voudrais rappeler que j'entends aussi des hommes qui parfois acceptent ce devoir conjugal. Et puis après tout, accepter de faire l'amour à son ou sa partenaire dans un couple où il y a de l'amour, c'est peut-être une preuve d'amour, à condition évidemment qu'on ne se sente pas forcé. Sujet délicat, mais grâce à Liliane Roudière, vous allez voir, l'enquête qu'elle a faite pour la sortie de son livre est formidable. Et si vous avez envie d'en parler, vous nous appelez au 0826 300 300 ou vous envoyez un SMS, vous envoyez Brigitte au 7 20 18. Bonjour Liliane Roudière. Bonjour et merci. Non, merci à vous de ce travail que vous avez fait parce que vous êtes journaliste et vous avez mené une véritable enquête sur la question du devoir conjugal. Le titre du livre, « Et si j'ai pas envie ?» c'est aux éditions Fayard. C'est vrai que le devoir conjugal, c'est un terme qu'on entend encore, beaucoup moins évidemment, mais qu'on entend encore, en tout cas que moi j'entends encore. Et j'avais envie de commencer par cette phrase que vous citez d'ailleurs dans votre livre d'un sexologue que vous connaissez bien et que je connais aussi, Jacques Weinberg. Le devoir conjugal est le devoir de fonder une famille. Il s'appuie sur une misogynie fondamentale de tous les primates. L'enjeu de toutes les sociétés, c'est la démographie. Le devoir conjugal et la politique et économique, la vie privée est un leurre. Et c'est intéressant de rappeler ça, et je trouve que c'est en ça que votre livre est tout à fait remarquable, parce que vous partez un petit peu des origines finalement du devoir conjugal. Je vais en parler, j'en parle, mais au début je pars d'une situation tout à fait banale. Et je découvre que ce devoir conjugal a muté, c'est-à-dire qu'il peut paraître vieillot comme ça, mais il est devenu en quelque sorte, je ne sais pas si je peux dire des gros mots à l'antenne. Si, on parle vrai okay. Sur Sud Radio, allez-y. Voilà. Et c'est devenu une sorte de devoir de baiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est le sous-titre du livre, c'est du devoir conjugal à être une fille cool ou un mec viril. Et en fait, ce devoir conjugal, il m'intéressait dans le sens où on croyait qu'on lui avait coupé la tête, mais en fait, il s'était déjà répandu sous un autre aspect, et comme une hydre, comme ça, on lui coupe la tête. Elle revient par où oui. on l'a... Et alors, on a beaucoup de retard. Alors, c'était assez marrant parce que c'était des témoignages. Au début, c'était que des témoignages, et c'était... pour vous, que représente la locution devoir conjugal ? Et ça ratait pas, toutes les femmes, c'était se forcer, alors que le devoir conjugal normalement est plus vaste, c'est aussi un devoir de foyer, etc. Et les jeunes, ils me disaient, mais c'est vachement vieux ça. Oh pardon madame. Je dis non, il n'y a pas de souci. Je dis, mais est-ce que toi tu t'es forcée des fois ? Bien sûr. Et donc bon... Et après, bien évidemment, tout ça pourrait exister s'il y avait, je dirais rien s'il n'y avait pas les dégâts, mais il y a des dégâts. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Oui, et puis vous le dites dans votre livre, il y a MeToo qui est passé par là, il y a la question du consentement aujourd'hui qui est quand même une vraie, une avancée, si je puis dire, quand même, énorme. Et en même temps, oui, c'est pas grave de faire l'amour si on n'en a pas très envie, à condition qu'on le fasse parce qu'on a envie de faire plaisir et parce qu'on sait qu'on va avoir du plaisir au bout. C'est toute la difficulté, en fait, de bien comprendre c'est pour ça que j'aime pas le terme se forcer, parce que se forcer, non, il faut pas se forcer.
Mais quand je dis se forcer, c'est que les personnes qui m'ont dit qu'elles s'étaient forcées, elles n'ont pas aimé ça du tout. Oui. Mais il y en a certaines qui m'ont dit, moi, ça me fait plaisir de faire plaisir. Certains aussi m'ont dit ça parce que j'ai donné la parole aux hommes aussi, parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose qu'ils avaient à dire aussi. Et j'ai compris, chez eux aussi, il y a la difficulté des fois de se dire, il faut que je couche avec ma femme, il faut que j'honore mon épouse. Et certains hommes sont un peu terrifiés à l'idée d'être... de bien faire, quoi. Il y a trop d'enjeux là-dessus, alors qu'on devrait maintenant... c'est bon, quoi. On est grand, on peut faire comme on a envie, non ? Moi, je crois, Liliane Roudière, pour travailler depuis 50 ans sur la sexualité, je pense que ça sera toujours... un sujet où il y aura beaucoup de pression de part et d'autre. Et ce qui est intéressant, en revanche, c'est de voir comment ça évolue depuis 30 ans, finalement. Parce que il y a 30 ans, c'était encore assez entendu, le devoir conjugal. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un terme qui n'a plus de sens. Et en même temps, vous avez raison, la pornographie a mis une sorte de diktat de comment il faut se conduire en tant que femme, en tant qu'homme. Le nombre de jeunes femmes qui se sentent presque obligées de faire tout le premier soir. On voit bien que c'est toujours aussi compliqué, finalement, d'avoir la sexualité qu'on a envie d'avoir, quoi. Oui, on est toujours dans une sorte de servitude sexuelle. J'allais dire des deux côtés, parce que vous avez parlé de consentement tout à l'heure, et c'est en travaillant beaucoup sur le consentement des dossiers que j'écrivais, et je sentais qu'il y avait vous savez, comme dans les rétros, là, il y avait un plan mort que je me disais, c'est bizarre. Un champ mort, oui. C'est pas ça l'expression, je l'ai oublié. C'est pas grave. Et en fait, je me suis dit, mais il y a quelque chose... Alors, il y avait le viol conjugal qui avait été instauré, c'était... Bon, logiquement, dans le couple, on devait être tranquille. Et puis, non, parce que le devoir conjugal résistait au consentement. Et donc, j'ai voulu aller voir ce qui restait et comment ça s'était transformé. Et en tout cas, c'est un livre tout à fait remarquable qui permettra peut-être à beaucoup de personnes de mieux comprendre qu'est-ce qu'on met finalement derrière la sexualité. C'est le titre. Et si j'ai pas envie, c'est aux éditions Fayard. Alors, on a préparé un tout petit peu l'émission en amont, Liliane Roudière, et c'est intéressant parce que vous m'avez dit que suite à la sortie de votre livre, il y a des hommes maintenant qui réclament qu'on enlève le devoir conjugal, ok, mais qu'on enlève aussi le devoir de fidélité, du coup. Oui, c'est une sortie un peu mouvementée parce qu'il sort au moment où, ça y est, la proposition de loi est acceptée pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté sur le devoir conjugal dans le Code civil. Et en fait, là, j'ai été vraiment surprise parce que j'ai eu des réactions et puis je les ai vues même en direct, en plateau. J'ai lu des commentaires qui disaient « Ah, si vous touchez au devoir conjugal », qui était sous-entendu, qui n'était pas dans la loi, je rappelle. Il était il pouvait être interprété par la communauté de vie, pardon. Et là, les hommes ont dit « Ok, mais dans ce cas-là... » Enfin, c'était que des hommes, excusez-moi, les commentaires que j'ai lus. Dans ce cas-là, il faut enlever le devoir de fidélité. Le devoir de fidélité qui se planque dans un autre article où c'est secours, assistance, fidélité. Après, fidélité, encore une fois, on l'interprète comme on veut. Oui, c'est pas forcément sexuel. Absolument, c'est pas forcément sexuel, la fidélité. Donc on voit bien de toute façon qu'il y a quand même aujourd'hui beaucoup de choses qui sont un peu crispées entre les deux genres. Et on va faire confiance aux jeunes, après tout. Oui, il faut faire confiance aux jeunes. Moi, je crois en eux. C'est par eux que cette histoire est partie, parce que mes petits-enfants, écoutent du rap. Et il y a avec ma nièce et tout. Et puis à un moment, je me suis dit, mais vous écoutez quoi là, en fait ? Et je me suis aperçue comme ça qu'ils avaient une image de la sexualité brutale, violente, dominante. Ils chantent, ils savent pas ce qu'ils chantent. Et moi, je suis pas du tout ringarde là-dessus non plus, mais j'ai remonté un peu la piste. Vous parliez du porno tout à l'heure. Et effectivement, moi, je regarde pas. Donc, voilà. Mais par contre, je vois bien les scripts qui en sortent. Et je me dis, oh, c'est bizarre, ça, quand même. On fait pas ça tout de suite, quoi. Puis je pense qu'il faut s'aimer, même si on peut... avoir des baises heureuses parce qu'on aime aussi le charnel, etc. Mais il me semble qu'il faut un peu quand même d'expérience.
Mais on est de toute façon dans une époque où les jeunes cherchent à réinventer l'amour et il faut leur faire confiance. Mais en tout cas, on va essayer de voir ce que nous disent les gens qui nous écoutent sur le devoir conjugal. Vous nous appelez au 0826 300 300. Dans un instant, on va avoir Julien, justement. C'est sa femme qui est très demandeuse, donc on va voir s'il se sent obligé d'accomplir le devoir conjugal. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le devoir conjugal, on en parle avec Liliane Roudière, autrice de ce livre. Et si j'ai pas envie, c'est aux éditions Fayard. Et oui, et si j'ai pas envie, est-ce que je suis obligée? C'était ça, à l'époque, le devoir conjugal. C'est drôle d'ailleurs comment c'est devenu une sorte de devoir sexuel, le devoir conjugal, alors qu'en fait c'était un devoir de s'allier dans tous les deux. Julien, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Liliane. Bonjour. Alors votre couple, c'est madame qui vous demande d'accomplir votre devoir conjugal, Julien? Alors oui, c'est un peu ça, parce qu'en fait on parle beaucoup du devoir conjugal, on parle beaucoup des hommes finalement. Toujours, c'est pratiquement toujours dans ce sens-là quand on l'entend ce terme. Mais oui, mais moi je pense que ça peut vraiment exister dans les deux sens, parce que moi effectivement, ma femme, elle est un peu plus demandeuse que moi, on va dire. Parce que voilà, moi, je suis fatigué parfois, j'ai du travail, je suis stressé, j'ai pas forcément l'envie, quoi. Donc du coup, oui, c'est elle qui est un peu plus en demande. D'accord, et est-ce que vous vous sentez obligé tout le temps ou comment vous faites? Non, mais c'est pas que... après, obligé... un homme, c'est un peu plus compliqué, je pense, parce que c'est assez mécanique, finalement. Ça se voit. Ça se voit un peu. Vous pourriez la faire jouir sans forcément avoir une érection. C'est l'idée, c'est que pour justement pas la frustrer, parce que mine de rien, voilà, elle va être frustrée, c'est ça le problème. Parce que ce qu'elle veut, c'est que vous la pénétriez pour parler clair. Pas forcément. Non, donc pas forcément. Bon. Parce qu'il m'arrive justement de lui faire une petite gâterie, même quand je suis pas vraiment dans le truc en fait, mais je lui fais une bonne gâterie pour lui faire plaisir, je sais bien. J'essaie de compenser autrement. D'accord, mais est-ce que chaque fois qu'elle demande, vous vous sentez prêt à la satisfaire? Disons que parfois je n'ai pas forcément envie, mais je vois que c'est important pour elle. Donc du coup, moi, j'essaie de faire en sorte qu'elle soit satisfaite d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous éprouvez de l'appréhension? Pas moi. Alors c'est bon. Pas moi, parce qu'en fait, il y a du désir quand même, mais parfois il y a de la fatigue aussi, mais il faut rester libre. Moi, j'ai pas de l'appréhension parce que je suis libre. Après, je sais que si je ne l'ai pas, elle va être frustrée, et moi, j'ai pas envie qu'elle soit frustrée, en fait. Oui, bien sûr, mais on pourrait presque aller jusqu'à dire que finalement, vous la respectez plus que vous ne vous respectez. Si on veut aller chercher... Vous voyez, ce serait une femme qui témoigne, je suis sûre qu'on aurait envie de dire ça. Oui, c'est complètement possible, parce qu'à l'inverse, quand c'est moi qui en ai envie et qu'elle n'est pas disponible ou pas réceptive ou je ne sais pas, là pour le coup il y a rien. moi j'ai rien en retour. Mais donc c'est vraiment elle qui domine sur ce plan-là. Oui. Bon, en même temps, votre couple va bien, vous avez l'air d'être d'accord, moi j'ai rien à dire, mais c'est intéressant parce que ce qui m'intéresse dans votre témoignage, c'est que ça confirme ce que j'entends depuis quand même de nombreuses années, c'est que les hommes, en général, ne savent pas dire non. Surtout que j'ai pas envie de frustrer ma femme, et moi je sais pas dire non. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez peur qu'elle aille ailleurs si vous la frustrez ? Bon, je n'ai pas pensé à ça. Pour le coup, j'ai juste envie d'avoir des problèmes à la maison. Mais c'est pas des ronchons. Mais, c'est intéressant parce qu'on entend ça de la part des femmes. C'est exactement le discours inversé, oui. Ouais, chez moi, c'est comme ça. Mais pour moi, c'est pas l'idée de est-ce que je suis obligé de faire plaisir ou pas. Pour moi, ça va un peu dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est pas que je suis obligé, c'est que oui, effectivement, je me sens, entre guillemets, si vous voulez aller plus loin, je suis obligé de le faire pour pas qu'elle râle, pour qu'elle soit ronchon toute la soirée, etc. Mais d'un autre côté, si je ne veux pas le faire, je ne l'aurais pas fait. Non, oui, je comprends bien. Mais ça veut bien dire, ce qui est très important dans votre témoignage, Julien, ça veut bien dire qu'il
il y a quand même aussi des femmes qui ressentent la même chose qu'un homme, c'est-à-dire qu'elles ont une pulsion sexuelle, et si cette pulsion n'est pas assouvie, il y a de la frustration, il y a un peu de colère, il y a de la bouderie, il y a quelque chose qui les met mal à l'aise. Et parce que vous aimez votre femme et que vous n'avez pas envie de subir quelque chose qui ne serait pas agréable à subir, vous préférez lui faire plaisir et la faire jouir. Voilà, c'est ça. Parce que moi, voilà, je suis pas dedans, je suis pas de l'envie, je suis pas dans le mood là, mais j'ai envie que ça se passe bien en fait. Mais voyez, moi qui suis assez libre sur la question de la sexualité, moi je trouve que c'est bien, parce qu'au moins vous faites pas de la sexualité quelque chose de trop sacré. C'est pas, ça vous coûte pas parce que vous aimez quand même la sexualité. Donc finalement, c'est assez libre tout ça, me semble-t-il. Ouais, alors oui et non. Alors j'ai envie de dire oui et non, parce que finalement, moi, l'érection ne vient pas. Voilà, c'est parce que justement, si l'érection ne vient pas, c'est que j'en ai vraiment pas envie pour le coup. Oui, mais c'est pas grave. Vous en avez pas envie, mais vous forcez pas. Non, je me force pas. Mais et ça vous fait plaisir de lui faire plaisir. Exactement. C'est juste ce point-là. Mais vous n'avez pas de désir. C'est pas, puisqu'il n'y a pas d'érection, ça veut dire que vous n'avez pas de désir. C'est ça. Et quand les femmes, par exemple, il y a des femmes qui sont très militantes contre justement le fait qu'une femme fasse plaisir à leur partenaire alors qu'elles n'ont pas envie, elles disent bien, si vous n'avez pas de désir, vous n'avez pas à accomplir l'acte sexuel. Alors qu'on voit bien que vous avez par moment pas de désir et pourtant vous y allez. J'y suis, mais après, moi, parce que je suis libre d'y aller, parce que j'ai envie de... Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ça. Après, ce qui est incompréhensible, c'est quand on n'est pas libre et que du coup, le devoir conjugal devient du viol. Là, c'est pas du tout le cas. Là, c'est moi qui décide de lui faire plaisir malgré tout, malgré le fait que moi, j'en ai pas envie. Alors, c'est quand même intéressant, Liliane Roudière, parce qu'on commence un témoignage à l'inverse de ce qu'on entend la plupart du temps, quoi. Mais j'aime beaucoup parce que ce sont des voix qu'on n'entend pas. Et en fait qui existent, même si bien sûr la majorité du temps ça concerne plus les femmes, mais c'est important ce qu'il dit Julien, parce que il ne prononce pas les mots que prononcent les femmes. Des fois c'est j'avais peur qu'il ne m'aime plus. Alors à moins que vous n'avez pas peur que votre femme ne vous aime plus si vous faisiez... Non, moi j'ai pas ça. Voilà. C'est pas lié au sentiment. Ouais, c'est intéressant. Vous avez raison, Liliane, c'est intéressant. Ce qu'elle m'a déjà dit, c'est c'est toi qui m'aimes plus. C'est ça. En gros, tu me désires pas, donc tu ne m'aimes plus. C'est ça. Ouais, ça c'est féminin. Ce reproche-là. Ouais. Et c'est souvent ça amène beaucoup de confusion dans les couples. Enfin, je suis pas spécialiste du tout du couple. Je vous dis ce que j'ai entendu. Vous avez mené votre enquête, oui. et ce que vous dites est tout à fait juste. Non, vous avez raison. Allez-y, oui. Oui. Oui, moi je disais que quand à un moment donné je refusais, pas catégoriquement, mais tout, elle me disait ça, de toute manière tu m'aimes plus, c'est pas possible. En gros, elle n'arrivait pas à comprendre que j'ai pas du désir H24. Et c'était ce reproche-là qui, moi, très clairement me saoulait. Parce que si, je l'aime ma copine, c'est pas la question. C'est juste que je sais pas. Et c'est pas pour ça que je l'aime pas. Mais elle me faisait ce reproche-là, et pour elle, c'est moi qui ne l'aimais plus. Donc du coup, quelque part pour lui montrer que je l'aime, donc pour aussi lui faire plaisir, j'utilise une gâterie. Vous accomplissez le devoir conjugal pour la paix des ménages. Exactement. C'est la phrase qu'on aurait entendue il y a quelques dizaines d'années. Oui. Mais à ce stade-là, c'est même plus du devoir conjugal. Je pense que c'est une sorte d'équipage qui fait route ensemble et qui se débrouille. Voilà, les désirs sont pas en même temps à l'heure, mais a priori, peu importe. Vous avez trouvé des solutions. Vous n'appliquez pas de concept. Vous vous laissez aller. Moi, je trouve ça super qu'on se débrouille un petit peu à deux, quoi. Et je crois que ce qu'il faudrait vraiment, c'est que chaque couple se débrouille comme il peut, et qu'il n'y ait pas d'injonction de part et d'autre. Alors là, je parle bien évidemment, et c'est l'objet de mon livre, j'ai écarté tout ce qui était prédateur, viol, femme battue. Je parle d'un monde dont on parle peu, parce que bien sûr qu'il faut parler de toutes les victimes, etc. Mais moi, j'ai voulu parler des gens, ce que j'appelle ordinaires. C'est pas le bon mot, mais j'ai pas trouvé mieux. C'est-à-dire des gens comme vous et moi, commencer notre réel. Je voyais bien que c'était pas du tout la même chose que ce qu'on nous
ce qu'on lit beaucoup, ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux, etc. Et Mais attention, là, ce que j'ai fait comme témoignage, ça n'a rien à voir. Hein. C'est vrai que moi, ça me révolte quand j'entends ça, quand j'entends que certains hommes disent le devoir conjugal, qui est presque du viol pour leur femme parce qu'elles n'ont vraiment pas envie, etc. Non, ça n'a rien à voir. Pour le coup, ça n'a vraiment aucun... Non, mais on entend bien que vous le faites tous les deux dans l'amour et le respect mutuel et que tout se passe bien. Et votre témoignage est très intéressant parce que ça montre bien que que c'est pas aussi binaire qu'on le dit tout le temps. Merci beaucoup, Julien. On fait une petite pause. On va se retrouver avec le Love Conseil. On va parler des liens de loyauté et puis on va jouer avec les lots comme tous les jours. Et puis c'est les hommes qui appellent. C'est Jérôme aussi qui a envie de témoigner comment il fait dans son couple. On verra ça dans un instant. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Liliane Roudière, dans ce Love Conseil, on va parler des liens de loyauté. Vous savez, on a tous des liens de loyauté envers sa famille, envers ses amis, enfin bref. Alors, certains viennent de l'enfance. Et en fait, un lien de loyauté, généralement, ça fait qu'il y a deux désirs qui s'opposent. Et c'est ça. Et c'est souvent donc deux désirs un peu contradictoires. Et c'est tout le problème du lien de loyauté. D'un côté, on a le désir d'être soi. Et puis de l'autre, on a le désir d'être comme on nous a demandé d'être et donc c'est toujours assez compliqué ce lien de loyauté parce qu'on peut pas avoir envie de deux choses contradictoires et généralement ça provoque souvent une forte culpabilité sans raison valable parce que c'est cette loyauté qui agit en sous-texte, si je puis dire. Alors à qui on reste fidèle et qui est-ce qu'on va trahir quand il y a un lien de loyauté. Il y a beaucoup de loyauté qui proviennent de phrases entendues durant l'enfance. Par exemple, quand vous avez votre mère qui vous dit de toute façon tous les hommes sont des salauds et réussir son couple avec un homme bien, c'est un peu trahir sa mère. C'est donc un lien de loyauté qui va vous empêcher de choisir un homme bien. Voilà, je donne un exemple très, très basique et très simple et un peu excessif, mais c'est pour que vous compreniez bien. Donc, c'est vraiment important, dans ces cas-là, de faire un travail un petit peu introspectif envers soi et puis de voir si on essaye de vivre sa vie, à un moment donné, il faut vivre son propre désir et tuer ce lien de loyauté sans se sentir coupable. Et c'est ça toute la difficulté. Et puis, bien sûr, il y a des liens de loyauté à la religion, à la politique, aux communautés. Enfin, c'est très, très fréquent. À la loyauté, je trouve que c'est... comment on appelle ça, un sentiment, une émotion, un devoir, je ne sais pas très bien comment l'appeler, mais pour moi, c'est quand même très, très fondateur d'une vie, de toutes les vies. Et effectivement, on a des loyautés très encombrantes, parfois. Et comme vous le disiez, il faut vraiment de l'introspection pour se dire, oh là là, en fait, c'est à cause de ça que je suis bloquée depuis des années. Mais je trouve qu'il n'y a rien de plus beau d'être avec quelqu'un de loyal, que ce soit en amour, en amitié, d'avoir une famille loyale, d'avoir des enfants loyaux. C'est-à-dire qu'on sait qu'on peut faire confiance. Enfin, moi, c'est quelque chose que... Oui, mais c'est intéressant parce que vous parlez du lien de loyauté familiale. Mais je pense à ces femmes qui sont d'origine, par exemple, musulmane, avec une loyauté un peu... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et qui, en même temps, sont nées en France et qui ont envie de profiter de la liberté de la femme française. Ça peut être très, très douloureux. Alors, oui, par exemple. Je pense qu'elles appellent loyauté ce qui est une emprise. C'est-à-dire que je dégage un peu déjà le terrain. Quoi. C'est pour ça que je vous disais, on s'en rend compte assez tard. C'est-à-dire qu'on est plus sous emprise qu'autre chose. Oui, bien sûr, mais c'est... Au nom de la loyauté. Mais la vraie loyauté, bien dénoyautée, c'est magique. Mais je suis bien évidemment d'accord avec vous sur ce qui nous... Donc la loyauté, elle a des limites. Il ne faut pas la mettre non plus... à toutes les sauces. Non, tout à fait. Il ne faut pas la mettre à toutes les sauces. Oui.
C'est le moment de jouer avec Sud Radio. Vous pouvez gagner ce stimulateur clitoridien Sona 3 de la marque Lelo. Il dispose de 10 réglages de plaisir. Et il y a même 2 modes supplémentaires pour jouer en couple à distance. Vous avez envie de le gagner, vous envoyez Brigitte au 7 20 18 par SMS. Il est tout mauve, il est tout violet. Et c'est vrai qu'on en parle depuis lundi. Je commence à le connaître par cœur. Si vous voulez le gagner, n'hésitez pas. Je vous souhaite bonne chance à tous. Jérôme est avec nous. Bonjour Jérôme. Bonjour Brigitte, bonjour Liliane. Bonjour. Alors je prends un peu d'émission en cours, donc voilà. Mais je vous en prie. Voilà. Mais alors du coup, je commence par témoigner là-dessus. Je suis complètement d'accord avec vous et notamment les derniers propos de Liliane. Sur la loyauté, effectivement, c'est quand même plutôt agréable d'avoir un conjoint ou une conjointe, peu importe, mais qui soit loyal et sur qui on peut s'appuyer. En tout cas, c'est donc vous voyez la loyauté au sens positif du terme. Ah oui, mais... Alors, je suis déjà passé plusieurs fois sur Sud, mais je vais me représenter un petit peu. Nous, moi j'ai 47 ans, mon épouse aussi, et ça fait 31 ans ensemble. Donc inutile de vous dire qu'on se connaît. On se connaît jamais assez, c'est sûr, mais on se connaît. On a à peu près tout vécu ensemble. Et effectivement, je témoigne. Moi, j'ai la chance d'avoir une femme loyale ou très loyale. Et donc, c'est pour ça que je rebondis là-dessus, parce que c'est vraiment très agréable. Enfin voilà. Moi, je voulais amener un témoignage parce que effectivement, nous, vous l'avez bien compris, on se connaît depuis 31 ans. Et autour des 40 ans, ce qui nous a donné une bouffée d'oxygène, c'était la partie découverte du naturisme et de pseudo-libertinage, on appellera ça au Cap d'Agde. Et pour le coup, vraiment, ça nous a, je sais pas comment exprimer ça. Ça a reboosté votre libido ? Ouais, voilà, c'est pas qu'on en avait plus, mais effectivement, quand on est ensemble depuis X temps, on cherche toujours des petites choses pour pimenter, etc., etc. Et on rentre, quoi qu'on le veuille, on rentre dans du classique et on a du mal à sortir de ça. Même au niveau échange, j'étais complètement d'accord avec vous, Brigitte. Il y a plusieurs émissions où vous expliquiez que on ne parle pas assez au sein du couple. De sexualité, pardon, je parlais. Donc on n'arrive pas, même si on se connaît, on n'arrive pas à en parler de manière claire et ouverte. C'est fou d'ailleurs, Liliane Roudière, comment la communication sur la sexualité est toujours compliquée dans un couple. C'est ce qui m'a un peu... C'est ce qui m'a un peu désespérée au cours des témoignages, au cours des témoignages que j'ai recueillis, c'est que beaucoup disaient si on avait parlé à ce moment-là, si on s'était parlé, raconté leur déboire sexuel en quelque sorte, en tout cas autour du sujet sexualité, et entre mari et femme, et en fait, ils se sont séparés, et puis depuis, ils ont que le regret de ne pas avoir parlé. Nous, si vous voulez, ça a reboosté, ça a pimenté, il n'y a pas de souci. Pourtant, on s'est jamais mélangé. C'est-à-dire qu'on a découvert le côté naturiste. Ça nous a fait du bien, surtout à madame, pour le côté lâcher prise, acceptation du corps, etc. Et pourtant, c'est la plus jolie femme du monde. Donc, voilà. Mais malgré tout, ça lui a fait du bien. Et elle le redit souvent. Donc, c'est un peu moi qui l'ai forcé au début, et encore, quoique, voilà. Forcer, le terme, on va peut-être pas l'utiliser. Forcer, ça voudrait dire que vous l'avez obligé. Influencé. Non, mais vous la connaîtriez, vous comprendriez. C'est une féministe pure et dure, donc on ne force pas madame. Non, donc vous voyez, n'utilisez pas ce terme-là, surtout aujourd'hui où on parle du devoir conjugal. Et en effet, forcer, ça voudrait dire qu'elle ne voulait pas y aller et que c'était ça où vous la quittiez. Enfin, ce qui existe ça existe. Hein. Il y a des libertins qui vont forcer leur compagne. Oui, tout à fait. Non, moi j'ai évoqué le sujet et elle a jamais d'ailleurs dit non.
La chose, c'est que voilà, elle se sentait pas, et puis il a fallu quelques années pour qu'après elle revienne dessus, et puis qu'on goûte à ce terrain de liberté, je sais pas comment l'appeler, et finalement, vraiment, ça nous a fait le plus grand bien, tantôt sur la partie, on peut l'appeler jour, quoi, naturisme pur et dur, et la sensation d'un corps nu à l'air, dans l'eau, enfin voilà, et tantôt la partie nuit, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on retourne au Cap d'Agde, on va pas dans des campings naturistes, parce que la partie nuit, il nous apporte un bien fou aussi. C'est-à-dire que ça va du restaurant au bar à thème, à la discothèque, à je ne sais quoi. Et bien, tout est... C'est la technique, si vous voulez, du Alors, c'est intéressant, Jérôme, parce que si j'ai bien compris, donc vous avez insisté, vous ne l'avez pas forcé, mais vous avez insisté. Ouais. Au bout de quelques temps, elle a fini par accepter de vous suivre dans des endroits un peu libertins, hein, c'est ça, hein, si j'ai bien compris. Et vous continuez donc à aller dans ces endroits-là, mais vous n'avez jamais fait l'amour avec quelqu'un d'autre que vous deux. Hein, on est bien d'accord, j'ai bien compris. Mais en revanche, oui, allez-y, avouez tout. Je vous écoute. Et pour tout avouer, moi, ce qui nous faisait peur, mais plus à madame, c'était le comment on va vivre, qu'est-ce qui va se passer, comment je vais réagir, comment elle va réagir, etc., etc. Et effectivement, j'ai jamais ressenti le besoin d'aller coucher avec une autre femme ou de vivre une expérience avec une autre femme. J'ai jamais eu besoin de ça ni envie. Mais ce qui a boosté votre libido, c'est que vous avez vu d'autres hommes la désirer et elle s'est sentie désirée par d'autres hommes. Oui, puis il y a le côté un peu voyeuriste, côtisme, etc., osé. Et puis finalement, ou même simplement, vous savez, les soirées un peu chicos, en rooftop, etc., machin, où là, finalement, voilà, on y va dans des tenues plutôt chic, mais plutôt sexy, ce qu'on ne verrait pas dans des clubs classiques, pas libertins, pardon, des discothèques ou bars classiques dans un centre-ville. Oui, c'est ce que j'entends. Ça ouvre beaucoup le focal. Oui, certaines femmes peuvent être très sexy, ce qu'elles ne pourraient pas faire dans un endroit classique. Oui. Voilà, et d'ailleurs, elle s'est acheté plusieurs robes plutôt chic dans des endroits spécialisés, et quelque chose qui met vraiment la femme en valeur d'ailleurs, elle apprécie beaucoup, ça c'est clair. Et finalement, je sais pas comment l'appeler, mais pour nous c'est un peu le qui peut le plus peut le moins, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on sait que dans ces endroits-là, de jour comme de nuit, on peut faire ce qu'on veut, avec qui on veut, aller jusqu'où on veut. Et donc finalement, il y a quelque part, il n'y a plus de limite, à part les nôtres. Donc voilà. Alors qu'avant, en couple classique, finalement, on les connaît pas, on se cherche. Alors nous, on n'avait pas de soucis, mais finalement, on s'étouffe tout doucement, et puis voilà. Donc c'est vraiment de l'oxygène que ça nous a donné. C'est drôle parce qu'il y a quelque chose qui me vient comme ça en vous écoutant, Jérôme. C'est rigolo parce que ce que vous êtes en train de raconter, ça a été ce que la pornographie des années 75-80 a apporté au couple. C'est-à-dire qu'ils regardaient un petit peu de porno et ça reboostait la libido du couple, ce qui n'est plus du tout le cas de la pornographie actuelle d'ailleurs. Et c'est marrant comme quoi un petit peu de voyeurisme peut aussi redonner un second souffle à la sexualité d'un couple. Vous voulez réagir, Liliane? Oui. Allez-y, je vous en prie. Quand vous parlez justement de pornographie, et effectivement, maintenant, la pornographie, d'après ce que j'ai entendu, compris, y compris vos propos, c'est du génital maintenant. C'est vraiment, on a l'œil dans l'orifice, on est sur des orifices, on est sur des corps qui n'existent pas dans la vraie vie. Musclés, épilés, etc. Et ça me fait sourire, Brigitte, parce que c'est vrai que ce que vit Jérôme avec sa compagne, c'est de retrouver un peu d'érotisme presque. C'est ça, oui. C'est drôle comme vous le racontez, c'est-à-dire que vous avez accès au porno, vous pourriez... mais je crois qu'effectivement le porno n'est plus érotique du tout. Enfin, je sais pas, je vous pose la question parce que moi je n'en regarde pas. Mais voilà, oui, donc je suis d'accord avec vous. Je peux certainement, parce que nous on est déjà tombé dans des soirées, pardon pour le terme, où ça tourne un peu au gorisme, où voilà, il y a certaines personnes qui se tiennent pas super dans la soirée, mais c'est quelque chose qui est à l'opposé de l'érotisme, ça nous plaît pas, donc on change de club, d'établissement ou de discothèque, peu importe, mais on veut toujours que ça soit chic, charnel, voilà. Enfin, en tout cas, c'est notre truc à nous.
Et effectivement, je crois que ce qui nous rassure vraiment, alors par contre ça c'est certain, ça a ouvert la discussion. Alors évidemment quand on est au Cap, sur la route de l'aller comme du retour, mais après. C'est-à-dire que si ce soir on est tout seul à la maison et autour de l'apéro on vient nous parler de sexualité, pour une raison X ou Y, ce qui n'existait pas ou beaucoup moins avant. Alors que là ça a libéré le truc. Je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si avant, si j'en parlais, madame avait plutôt tendance à dire ah ben ça y est, t'as envie. Oui, mais parce que Jérôme, on ne le dit pas assez, la sexualité, elle se construit aussi de manière cognitive. Et à partir du moment où vous voyez des gens qui sont libres, qui assument et qui vivent leur sexualité sans trop de tabous, vous avez ouvert un petit peu la boîte de Pandore et c'est plus facile pour vous d'aborder les choses en parlant je sais pas, d'un couple que vous avez vu, etc. Ça. Et d'ailleurs, on en rigole. Alors, pas jusqu'à dire qu'il faudrait un permis de Cap-d'Agde, mais c'est rigolo parce qu'on se dit, mais tout le monde devrait passer par ce type d'expérience, puisque non, parce qu'il y a des personnes que ça choquerait. Il y a des personnes que ça choquerait. Je crois qu'il faut aussi respecter les pudeurs et chacun, enfin, et l'érotisme de chacun. Il y a des personnes pour qui déjà voir un corps nu, c'est quelque chose qui peut être choquant. Ouais. Le naturisme, il y a des personnes qui pourraient pas y être. Donc, oui, tout à fait. Oui, non, c'était pas mes propos, mais c'était plutôt au sens, comment dire ça, aller plutôt sur la partie nuit, que jour. Ce qu'on veut dire par là, c'est que ça libère tellement que du coup. Vous savez, Jérôme, je suis allé plusieurs fois faire l'émission en direct du Cap-d'Agde, donc j'ai assisté aux soirées nuit du Cap-d'Agde. Il y a franchement des choses très choquantes pour beaucoup de gens. Quand vous voyez un mec à moitié à poil, tenu en laisse par une femme avec des cuissardes et un fouet, ça peut être très choquant pour certaines personnes quand même. Tout à fait. Vous voyez, donc il faut bon, chacun va trouver sa limite. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez, grâce à de l'érotisme, vous avez réussi à ce que votre sexualité fonctionne mieux. Et ça, c'est peut-être ce qui manque d'ailleurs dans notre société actuelle. Finalement, on parle beaucoup de sexe. On ne parle pas beaucoup de sexualité et on ne parle pas beaucoup d'érotisme. Je pense que peu de gens font la différence entre sexe et sexualité. Et puis je pense aussi qu'on met beaucoup trop d'importance sur la sexualité. On met tout là-dessus. Et en fait, il y a une culture populaire qui actuellement, qui pousse les filles à faire n'importe quoi avec les mecs. Je parle des jeunes, des pré-ados, oui. Des ados, pour être une fille cool. Sinon, elles perdront leur réputation. Et les gars, ils sont à la ramasse aussi parce qu'ils essaient d'être des mecs virils. Et justement, dans ce livre, je mets vraiment les témoignages de ces mecs qui ont souffert pour comme il disait, je faisais poker face. J'essayais vraiment d'être le mec viril jusqu'au jour où, je vais pas tout dévoiler, c'est dans le livre, mais donc je sais plus le début de la phrase, je sais plus où j'en étais sur. Vous parliez qu'on parlait beaucoup de sexe et pas assez de sexualité. Oui, et en fait, ce dont je me rends compte autour de moi, en tout cas sur l'enquête que j'ai faite, c'est que tout le monde rêve encore d'amour. Alors là, autant la sexualité, on a envie on peut y renoncer à partir d'un certain moment ou d'estimer que c'est pas une obligation. Et puis, en revanche, s'aimer toujours, et les jeunes, ils rêvent toujours d'amour avec des références un peu étranges, donc avec des scénarios, porno, rap, dark romance des fois, mais j'espère qu'ils vont s'en sortir. On reste optimiste. Merci Jérôme. On se retrouve dans un instant avec Juliette. Juliette, oui, de temps en temps, quand on lui met la pression, elle se sent un petit peu obligée. Elle nous raconte ça dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Liliane Roudière, autrice de ce livre « Et si j'ai pas envie », c'est aux éditions Fayard. Vous avez fait une enquête approfondie avec beaucoup de témoignages, particulièrement des jeunes, mais vous parlez aussi de tout ce qui aujourd'hui fait qu'on parle beaucoup de sexe, comme on vient de le dire d'ailleurs avec Jérôme, et peut-être pas assez d'amour.
Juliette, merci d'être avec nous. Donc de temps en temps, quand on vous met la pression, vous vous sentez obligée, hein, c'est bien ça? Oui, bonjour Brigitte, bonjour Liliane. Oui, Bonjour. c'est exactement ça. Vous êtes en couple depuis longtemps? Alors, j'étais en couple et mariée. Je l'ai été pendant 22 ans. Oui. Et c'est lors de cette relation que, effectivement, avec un peu de pression, Vous sentiez obligé d'avoir un rapport sexuel? Oui, exactement. D'accord. Et vous avez envie de parler de ce couple-là ou d'aujourd'hui? Non, je peux très bien parler de ce couple-là. D'accord. Donc vous vous êtes mariée assez jeune, j'imagine? Oui, je me suis mariée jeune. J'ai rencontré mon ex-mari, j'avais 18 ans. D'accord. Et il était jeune aussi, je suppose? Oui, 20 ans. D'accord. Donc il avait besoin de faire l'amour et il vous mettait la pression? Oui. Alors, il me mettait la pression et je me la mettais aussi. Bien sûr. Mais vous aviez... comment dirais-je? Est-ce que dans votre éducation, est-ce que vos parents vous avez un peu parlé de sexualité ou finalement vous n'y connaissiez pas grand-chose? Comme beaucoup de jeunes d'ailleurs. Je n'y connaissais pas grand-chose à l'époque. D'accord. C'était un sujet dont on ne parlait pas trop chez moi. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai appris avec mon mari. C'était le premier homme? Le deuxième. Le deuxième, d'accord. Et est-ce que quand vous faisiez l'amour, vous aviez du plaisir, des orgasmes, ou est-ce que c'était finalement assez mécanique? Alors, ça dépendait des fois. Il y a eu des moments où j'ai trouvé beaucoup de plaisir, des orgasmes. Et il y avait par contre d'autres moments où c'était mécanique. D'accord. Et il y avait de la douleur? Non, pas de douleur, mais pas de plaisir et pas d'envie. Et pas d'envie. Et est-ce que après, quand il y avait eu le rapport sexuel et que monsieur s'était satisfait, donc, qu'est-ce que vous ressentiez? De la culpabilité et oui, vis-à-vis de moi, surtout. De ne pas vous être respecté, c'est ça? Exactement. D'accord. De la culpabilité, c'est important ça, quand même. Oui, oui. Et à force, c'est ça qui a provoqué l'envie de quitter cet homme ou pas? Entre autres. C'est fort hein, quand même de la culpabilité, je trouve, parce qu'à un moment donné, on se dit, mais la culpabilité, c'est quelque chose qui, à force, fait des ravages. Hein. Oui, exactement. J'ai rencontré beaucoup dans les témoignages de femmes cette culpabilité, c'est-à-dire même en se forçant de ne pas être assez aimable, entre guillemets. On a toujours, même au sens littéral, on a toujours ce rapport entre le sentiment et de s'être forcé au point, une fois séparés, de ne plus vouloir revenir en couple. Le couple les débecte complètement. Elles ne veulent plus à cause du devoir conjugal. Parce que là c'est fort, vous vous sentiez coupable de ne pas vous respecter, hein, c'est bien ce que j'ai compris. Oui, hein. oui, tout à fait, c'est tout à fait ça, oui, c'est se sentir coupable de ne pas arriver à dire non, de pas... Et pourquoi vous n'arriviez pas à dire non? Parce que vous aviez peur qu'il soit violent, ou est-ce que c'est parce que vous étiez pas encore suffisamment construite dans votre propre identité? Alors, je pense qu'il y avait... il n'y avait pas de violence, pas du tout. Ouais, je pense que oui, c'était parce que j'étais pas assez forte, entre guillemets, et peut-être la peur de décevoir. Et peut-être que la société était pas encore suffisamment apte à vous aider à dire non. Oui, tout à fait, je pense aussi. Et je pense que ça peut aussi venir de l'éducation des jeunes filles. Oui, on vous avait dit, une femme, ça fait plaisir à son mari. Exactement, Et oui. un homme a des besoins, je suppose, Juliette. Voilà,
Voilà. c'est ça. Donc, il faut que l'homme se vide dans le vase que nous sommes. C'est ça. C'est exactement. parce On que doit j'utilise le subvenir mot aux vase. besoins. C'est joli, vase, ça va. Oui. Oui, enfin, moi, j'ai envie qu'on nous lâche le vase quand Oui, même. non, mais je suis d'accord. Ça mais enfin, revient tout le temps. on aurait pu dire, on aurait pu trouver des expressions plus vulgaires. Hein. Ce sont les textes Ah oui, bien religieux sûr. catholiques. Voilà, nous sommes un vase. Parce que monsieur a des besoins et il ne peut pas se contenir. C'est ça. Et c'est vrai que on était éduqués comme ça. Moi, j'ai un peu plus de 60 ans et j'ai été éduquée avec. J'avais pas le porno, moi j'avais le catalogue de la Redoute, donc je me démerdais comme je pouvais. Mais surtout avec cette notion, les hommes ont des besoins et j'avais donc sexuel et j'avais vraiment assimilé ça comme de boire, manger où c'était vital, quoi. Est-ce que vous avez connu ça? Oui, alors j'ai 46 ans, mais oui, j'ai connu ça aussi. C'est que les hommes ont besoin et c'est à nous de combler ce besoin-là. Alors que, non, en fait. Et oui, et aujourd'hui, vous êtes en couple, Juliette? Non. Aujourd'hui, je suis actuellement célibataire. Et je me respecte. Donc, j'ai appris à dire non et je dis non. D'accord. Mais si c'est pas, enfin, vous seriez prête à vous remettre en couple à condition qu'on vous respecte. Exactement. Oui, je suis prête à me remettre en couple, mais j'ai envie qu'on me respecte et je sais dire non sans culpabiliser maintenant. Eh ben, merci beaucoup de votre témoignage parce que Liliane Roudière, on voit bien comment la société influence notre relation à l'amour, à la sexualité. Quoi qu'on en dise, elle joue un rôle essentiel. C'est ça, ce sont des siècles d'éducation qui nous ont... c'est ce qu'on appelle le patriarcat. Même si on emploie toujours ce mot, il est exact, il est totalement exact. C'est-à-dire que les femmes devaient se soumettre aux besoins des hommes. Et j'espère que maintenant, ça va se réguler, qu'on va être beaucoup mieux les uns avec les autres et que... j'ai une petite anecdote quand même, parce qu'il y a des couples qui... Vous nous racontez ça après les infos, on va laisser la place aux infos, et vous nous raconterez cette petite anecdote. Et puis vous aurez aussi le temps de réfléchir, de quoi aurions-nous besoin pour nous apprendre à compter les uns sur les autres. C'est la petite devinette du jour. Évidemment, c'est une réponse qui se veut drôle, bien sûr, c'est pas... et si vous ne trouvez pas la réponse, vous inquiétez pas, personne ne la trouve généralement. Merci beaucoup en tout cas Juliette. Dans un instant, après les infos également, on donnera la parole à Raphaël qui a envie de réagir aussi. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On continue durant cette deuxième heure à évoquer le devoir conjugal en compagnie de Liliane Roudière à l'occasion de la sortie de cette enquête. Et si j'ai pas envie, c'est un livre aux éditions Fayard, une enquête inédite du devoir conjugal, où vous évoquez aussi la jeunesse d'aujourd'hui, comment elle fait justement avec ces questions de sexe dont on parle partout. On recevra également dans la dernière demi-heure Olivier Delacroix qui vient de sortir un livre également chez Fayard, le syndrome de l'imposteur. Et puis, il y a la réponse à la devinette d'abord. De quoi aurions-nous besoin pour apprendre à compter les uns sur les autres ? Pour compter les uns sur les autres, on a besoin... je ne sais pas. D'une calculette. J'ai failli le dire. Et ben voilà, c'était ça la réponse, évidemment. Je pense à la loyauté, moi. Non, mais c'est une devinette, alors ça se veut drôle. Si on avait des calculettes pour compter les uns sur les autres, là, ça irait quand même beaucoup mieux. Alors, vous avez une petite anecdote à nous raconter, justement, Liliane Roudière. C'est très bien. J'ai été vraiment surprise par un témoignage et d'une femme, d'un couple qui va très très bien. Et elle a dit, nous, c'est tous les jeudis soirs, point. Et moi, ça m'a terriblement angoissée. Je lui ai dit, ça va bien? Elle m'a dit, oui, ça va super bien. Et en fait, elle a pas voulu après développer. Et moi, j'imaginais les jeudis ou les vendredis, peu importe, quand on sait qu'on va passer à la casserole, parce que quand le devoir conjugal, quand il est forcé, c'est passer à la casserole. Et elle, puis moi je me dis mince, t'as peut-être le lendemain, il y a peut-être le gamin qui a un contrôle de maths qu'il va falloir bosser, ou j'ai fait de la tartiflette, ou ça va être lourd, ou j'en sais rien. Et voilà, donc il y a des couples heureux. Voici une ça c'est la grande théorie d'un sexologue qui a développé le concept de sexophile et sexophobe. Et je trouve ça très juste, c'est de se donner des rendez-vous
rendez-vous parce que sinon ça passe à la trappe. Et ce qui est pas mal quand on se donne un rendez-vous, si on est évidemment dans un rendez-vous qui fera du bien aux deux, on est bien d'accord. Et ben on imagine, on a le temps d'y penser, on s'habille en conséquence et ça peut très très bien fonctionner ce système. Tout à fait. Alors moi, ça m'a pas fait cet effet là tous les jeudis soirs. En revanche, un couple. C'est parce que c'est pas votre jour. Non, c'est pour ça. C'est le vendredi, le jour de Vénus. C'est aujourd'hui. C'est ce soir, Liliane. En revanche, un couple se met à l'abri des enfants une fois par mois, un samedi après-midi, et ils restent, voilà, soit ils font des choses intimes, soit pas, soit ils font des petits jeux, ils tirent des petites, enfin, ils passent ce moment entre eux, voilà. Ça c'est déjà un des éléments importants dans un couple, c'est un moment partagé. C'est le rendez-vous ensemble. dont vous parlez, quoi. Oui, absolument. Bonjour Raphaël. Bonjour Brigitte, bonjour Liliane. Bonjour. On vous écoute alors. Vous êtes un petit peu, j'ai l'impression, comme Julien qu'on avait tout à l'heure, vous avez envie que votre femme se sente bien, donc c'est un peu elle qui va décider du tempo de votre libido ? Voilà, c'est elle qui vient vers moi et je l'accepte avec grand plaisir. Moi, je l'accueille avec plaisir et envie d'aller vers elle. D'accord, donc c'est toujours elle qui va venir de proposer un rendez-vous sexuel. Principalement, oui. Ouais. Principalement, on a toujours fait comme ça, donc on est tous les deux épanouis et contents comme ça, donc... Et je dis pas qu'il n'y a pas des fois que c'est moi qui vais vers elle et que ça se fait dans ce sens-là aussi, mais c'est principalement elle qui vient vers moi. Oui, et moi j'ai remarqué quand ça se passe comme ça dans les couples, souvent ça se passe bien. Ouais, on n'a pas de... ça fait 15 ans qu'on est ensemble, 13 ans qu'on est mariés, il n'y a pas de difficulté là-dessus, on a toujours... été dans ce sens-là et c'est toujours bien passé, toujours bien épanoui, toujours bien heureux. Donc vous êtes comme les scouts, toujours prêts ? Voilà. voilà. C'est plus facile d'être prêt pour une chose comme ça que pour des choses plus compliquées, quoi, des fois. Mais, vous n'êtes pas toujours prêt pour faire le ménage, c'est ça que vous voulez dire ? Voilà, c'est ça. Je comprends. Vous savez, aujourd'hui, il y a des robots pour faire le ménage, hein, donc vous pouvez aussi faire le ménage. Non, mais la question, alors c'est une question piège que je vous pose, mais c'est une question quand même importante parce que c'est quand même aussi le problème du couple. Le jour où elle vient plus, qu'est-ce que vous faites ? J'essaie de renouer cette façon de faire, quoi, que ce soit un peu plus, qu'on change des idées, qu'on change de physionomie, qu'on essaie de découvrir de nouvelles choses. Ce serait plus ça que j'irais chercher pour qu'elle revienne vers le contact, quoi. Moi, je crois qu'il faut juste comprendre, Raphaël, que tant que vous continuez à la trouver belle, à la séduire et à être, d'être un bon amant et un bon mari, elle reviendra vers vous. Ouais, ça c'est certain, ça, oui. Bon, alors si c'est certain, pourquoi vous m'avez pas donné cette réponse ? Je croyais que c'était une question piège, donc... Oh. Non, vous êtes d'accord, Liliane Roudière, généralement, si l'homme est attentionné et que la femme n'est pas sexophobe, c'est-à-dire qu'elle aime bien le sexe. Je pense qu'il peut y avoir des pauses dans nos vies, dans nos sexualités, mais moi ce que j'adore là dans ce que dit Raphaël, c'est je trouve que c'est quand même le résultat de l'émancipation de la femme, où la femme ose enfin aller vers l'homme, où on n'a plus ce schéma d'attendre que l'homme vienne nous conquérir, où voilà, ces citadelles, comme dit Irène Théry, la sociologue, nous étions des citadelles à prendre, et l'homme était guerrier. J'ai vu dans les sondages que les femmes sont de plus en plus ouvertes à la sexualité, qu'elles font les premiers pas et que ça commence à passer dans la société. Et ça, c'est super parce que bientôt, on sera plus du tout étonné que les femmes puissent faire le premier pas ou les hommes, et puis ce sera pas l'un ou l'autre, ce sera l'un et l'autre, quoi, des deux côtés. Donc je trouve que ça, c'est très bon signe. Mais moi, je pense que dans les couples avant qui allaient bien, je parle même des siècles derniers, je pense que les femmes étaient tout à fait aptes dans un couple d'aller vers l'homme. Je pense qu'il n'y avait pas de problème. On disait aux femmes de pas faire le premier pas quand elles n'étaient pas encore mariées, mais une fois qu'elles étaient mariées, il y avait certainement...
Enfin, je pense qu'il y avait de tout. Il y avait des couples qui fonctionnaient très très bien, et puis il y avait des couples où c'était l'horreur. Hein. Oui, je pense qu'il y avait quand même beaucoup plus de couples où c'était l'horreur, enfin ce devoir conjugal, notamment avant que les progrès soient faits pour la régulation des naissances, la pilule, puis l'IVG. Vraiment, les témoignages de femmes sont épouvantables. Moi, j'ai fait un gros travail sur le courrier des lectrices, c'était épouvantable. Je suis d'accord avec vous, les femmes qui voulaient plus de gosses et qui voulaient plus justement de rapports sexuels pour ne plus avoir d'enfants. D'ailleurs, moi qui ai eu la chance d'échanger avec Ménie Grégoire, elle les avait, ces témoignages-là. Hein, J'ai beaucoup travaillé sur tout son fond qui est à Tours. C'est incroyable. La détresse de ces femmes-là. Et le livre qu'a écrit sa fille, je crois, hein, est formidable. Adèle Bréau, non ? Oui, je crois que c'est ça, oui. Oui, j'ai adoré aussi. Donc oui, c'est bien sûr que les choses étaient terribles, mais il y avait quand même déjà des femmes qui étaient bien à l'aise dans leur sexualité et qui aimaient le sexe et qui savaient aussi assez bien éviter d'avoir des enfants, même si bien sûr c'était pas si simple que ça. Mais ça parlait pas beaucoup dans la société, ça on pouvait pas s'en vanter. Hein. Ça, c'était clair que sinon on passait pour une belle salope. Osons le terme. Merci Raphaël en tout cas, et bravo à vous, puisque visiblement vous aussi vous avez réussi à trouver une belle harmonie sexuelle dans votre couple. On fait une petite pause. Anne-Lise est avec nous dans un instant et elle a envie de cette fameuse phrase « l'appétit vient en mangeant ». Et ça, c'est aussi un sujet intéressant à développer avec elle. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours avec Liliane Roudière, on évoque le devoir conjugal à l'occasion de cette enquête que vous avez faite dans ce livre. Et si j'ai pas envie, c'est aux éditions Fayard, où vous évoquez donc ce fameux devoir conjugal, le devoir de baiser, les besoins sexuels des hommes, enfin toutes ces choses qui ont encore un petit peu la vie dure, mais quand même, on avance. Anne-Lise, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Liliane, votre invitée. Oui, votre émission m'a fait un petit peu réagir parce que je pensais pas qu'on parlait encore en 2026 de devoir conjugal. Et puis, en réfléchissant, je me suis dit que c'était plutôt du plaisir conjugal qu'on aurait dû aborder en 2026. Ben oui, mais malheureusement, et j'en entends encore des femmes dans cette émission qui témoignent qu'elles se sentent obligées. Je suis désolée, ça existe encore. Alors, malheureusement, oui. C'est souvent des femmes qui sont avec des hommes violents, c'est peut-être moins fréquent qu'avant, mais ça existe encore et je les entends. Je tiens à le préciser. Et je c'est plutôt dans le plaisir et dans le partage qu'on est. Oui, mais je les comprends aussi. Je crois qu'il faut aussi ne pas avoir de réaction comme ça un peu épidermique féministe en disant elles se respectent pas. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont dans des situations conjugales tellement compliquées que elles ont peut-être pas toujours le choix et que parfois elles passent à la casserole, comme on dit vulgairement. Et j'ai beaucoup d'empathie pour elle parce que c'est pas si simple de pouvoir se libérer. Donc vous bien entendu, mais moi alors plutôt de prendre ça comme le côté devoir, je prends plutôt ça contre le côté plaisir. C'est-à-dire que c'est souvent, en plus je crois que c'est vous qui dites ça Brigitte de temps en temps, c'est que l'appétit vient en mangeant, que des fois nous les femmes on n'a pas trop envie, on est un peu débordé par la vie de tous les jours et puis on se dit oh non j'ai pas trop envie, puis quand on voit que l'autre a envie, on se dit allez ça lui ferait plaisir, pas je me force, mais on se dit de toute façon je vais passer un bon moment donc j'y vais quand même. Oui, bien sûr. Ça, il y a pas de problème. Au contraire, je dirais que c'est d'être ouvert à l'autre aussi. C'est ce qu'on disait en début d'émission. Mais tout à fait, oui. Mais parce que vous savez que au fond, vous serez contente après. Je serais contente après, mais ça c'est sûr, et je serais contente aussi de lui avoir fait plaisir. Oui, c'est ça, c'est une double satisfaction.
C'est le double effet qui se coule. Mais vous savez, Anne-Lise, il y a des... Moi ça m'arrive d'avoir accepté un dîner chez des amis, et puis, je sais pas, à 5h du soir, je me dis, oh là là, pourquoi j'ai accepté ce dîner ? J'ai pas envie d'y aller. Et puis, j'ai accepté le dîner, donc j'y vais. Et puis, finalement, je passe une bonne soirée. C'est exactement ça. Et puis voilà. Mais encore une fois, il faut quand même que la relation de couple soit une relation harmonieuse. Sinon, on n'a pas envie de faire plaisir à l'autre. Ah bah c'est sûr. C'est sûr. Mais on sait déjà que les hommes ont souvent plus envie que les femmes, ça dans la majorité des cas, même si c'est pas tout le temps le cas, c'est quand même la majorité des cas comme ça. Donc même si on est un peu fatigué, même si on a eu une rude journée, des fois on se dit non, bah pas ce soir. Alors il y a des fois où il va comprendre, hein. Puis il y a des soirs où on se dit non, pas ce soir, et puis on se bouge un peu, et puis on y arrive quand même, quoi. Et puis on passe un bon moment. Et puis ce qui est bien, c'est que si c'est pas si c'est pas dans l'échange immédiat et qu'on se dit non, mais pas ce soir, on se dit bon, si on se réveille dans la nuit, on y va, voilà. Et puis c'est pas, dans la nuit. Voilà, nous c'est pas une obligation. Dans la nuit, nous, on aime bien ça. Oui, des fois quand on s'endort, il y en a un des deux qui s'endort avec l'envie. Dans la nuit, des fois, on arrive à réveiller l'autre comme ça, un peu. Mais il y a deux paramètres qui vous permettent de dire ça. Le premier, c'est que vous êtes suffisamment sexophile, c'est-à-dire que le sexe est quelque chose qui vous plaît. Il y a des femmes pour qui le sexe, franchement, une fois qu'on a eu les enfants, à quoi ça sert le sexe, franchement. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense que votre homme est un assez bon amant. Oui, pour vous, oui. En tout cas. Alors oui, bien sûr. Alors oui, j'ai bien entendu, j'ai fini mes enfants. Je suis même ménopausée, donc c'est même bien loin derrière moi tout ça. Donc oui. Et en effet, il faut avoir aussi un bon amant dans son lit pour être capable de gérer la situation comme ça. Ouais, c'est ça. Vous êtes d'accord? Oui. Moi, je trouve qu'Anne-Lise ne pratique pas du tout le devoir conjugal. Là, c'est un très très bel exemple encore une fois, de couple qui connaît un peu les mystères du sexe. Des fois, c'est de la sexualité du sexe, là même, je vais dire. Parce que des fois, c'est tellement mouvant, cette matière, c'est tellement étonnant. Ça vous surprend tout le temps. Donc, des fois, l'appétit vient en mangeant. Dans ce sens-là, c'est bon. Mais effectivement, comme le rappelait Brigitte, il y a des... Voilà, il y a des gens, il ne faut pas trop les forcer à manger parce qu'ils n'ont plus faim, ils n'en veulent plus. Donc, mais là, on parle... C'est vrai que je suis pas anorexique à ce niveau-là, on est d'accord. Mais oui, c'est tout le problème. C'est tout le problème. Et c'est aussi le fait que vous avez des rapports sexuels qui sont satisfaisants. Il y a quand même, excusez-moi, mais il y a quand même des hommes qui sont pas très doués et qui sont... moi, je sais que quand, par exemple, je fais une émission sur l'éjaculation précoce et que j'ai des femmes qui me disent « j'en peux plus parce que j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir le temps de prendre quoi que ce soit comme plaisir », à un moment donné, on se dit « ok, je peux comprendre qu'elle n'ait plus envie ». Et encore, comme vous le disiez tout à l'heure, il peut ne pas y avoir de pénétration, on peut le donner autrement, quoi. Donc, c'est qu'il y a mauvaise aussi communication, je pense. Mauvaise connexion, en tout cas, c'est sûr, oui. Non, mais je pense que c'est une chimie, une connexion et une communication. Et c'est ça, c'est les trois. C'est-à-dire que se dire si ce soir j'ai pas envie et que l'autre l'accepte, c'est même pas un sujet parce qu'on sait que si c'est pas ce soir, ce sera bientôt. Et puis si on n'a pas envie mais qu'on se force un petit peu, mais sans se forcer, mais se dire qu'on va passer quand même un bon moment et on y va et là c'est le partage, quoi. Mais encore une fois, vous avez la capacité à dire non sans que ce soit la bouderie pendant 3 jours et sans être obligé de dire non, pas ce soir, mais demain, c'est promis. Enfin, vous voyez, vous avez une liberté quand même qui le respecte. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est vrai. Pour le coup, j'ai vraiment de la chance. Oh, je crois quand même qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sont un peu plus aptes à s'empêcher, comme on dit. C'est ce que je me disais en démarrant mon intervention, mais c'est vrai que vous m'avez rappelé à juste titre qu'il y a des femmes qui n'ont pas cette chance-là, donc c'est là où je mesure la chance que j'ai. Oui, bien sûr. Encore une fois, je crois que la société est en train de bouger
et que c'est bien à la fois de dire aux femmes de se respecter et d'aider les femmes à apprendre à dire non. Et puis c'est bien aussi de dire aux femmes que on peut aussi se rappeler que l'appétit vient en mangeant, quoi. C'est-à-dire ne pas les faire culpabiliser avec cette idée-là. C'est-à-dire l'appétit vient en mangeant, comme je disais tout à l'heure, il y a certaines, elles sont gavées, elles peuvent plus, là c'est pas possible. Mais en revanche, ne pas culpabiliser, par exemple, des femmes comme vous, Anne-Lise, ou qui disent moi des fois je me force un peu, je me dis ça va lui faire plaisir, et voilà, parce que ça aussi ça existe, et c'est très bien quand l'autre en face est en adéquation parfaite. Donc parce que moi j'ai un petit peu peur de ce retour de bâton, que toute personne qui dirait moi je me force un peu, et qu'on lui tombe dessus en disant non, tu te forces jamais. Si, peut-être que des fois de toute façon ça c'est l'intime du couple aussi, quand il marche bien, quoi. C'est comment se débrouille, j'allais dire un gros mot. Oui. Et puis je pense que vous avez raison, il faut que les filles apprennent à dire non, mais il faut aussi que les garçons, nos jeunes hommes et les hommes apprennent à entendre le non. C'est-à-dire qu'ils ne le prennent pas comme une frustration insurmontable, mais qu'ils le prennent comme un moment c'est pas très grave, quoi. Si dans le reste du couple c'est harmonieux et qu'on sait que c'est reporté à plus tard, quoi. Oui, qu'on le prenne pas pour un râteau, quoi. Et ça, les hommes, je crois, ils commencent à le comprendre quand on dit non. Il me semble que ça bouge quand même dans les deux sens, et qu'on va peut-être y arriver d'ici 50 ans, peut-être. Mais il y aura plus la terre. On fera plus d'enfants de toute façon, donc on n'aura plus besoin de sexe. Bon, non, je suis très très positive, moi. Merci beaucoup, Anne-Lise, de ce témoignage. Merci vraiment. Liliane Roudière, on se quitte un court instant. On se retrouve avec le sexo de conseil du jour. Cessons de faire l'amour. Pourquoi ce sexo conseil? Vous saurez dans un instant, évidemment. Et puis on va accueillir Olivier Delacroix également, qui vient nous présenter son livre Le syndrome de l'imposteur. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Alors Liliane Roudière, je me suis amusée à faire ce sexe au conseil aujourd'hui. Cessons de faire l'amour, je pense que ça va vous plaire. Je rappelle que vous êtes l'autrice de « Et si j'ai pas envie » aux éditions Fayard, où justement vous parlez du devoir conjugal. En fait, le mode d'action dans lequel on se trouve le plus souvent, c'est le mode faire. On doit faire le ménage, on doit faire l'amour, on doit faire... etc. Ce qui signifie qu'il y a une pensée, un but... on se repose sur les acquis, on a déjà l'idée de ce que ce sera quand on sera en train de se projeter dans le futur. Voilà. Et cette idée d'avoir toujours le mot faire, on imagine bien que c'est particulièrement nuisible à la sexualité. Il faut faire l'amour. C'est pas, c'est pas érotique. C'est pas érotique du tout, non. Donc je vous propose, plutôt que de dire faisons l'amour, je vous propose d'essayer de se mettre sur le mode être pour la sexualité. Et donc à ce moment-là, déjà on sera plus dans le présent. Vous n'aurez qu'un seul but, être en relation avec l'autre, être en relation avec vos sensations, être avec votre partenaire. Et donc là, déjà, on ne sera pas dans le faire l'amour, et on aura peut-être une meilleure manière d'apprécier pleinement l'expérience du moment. Et essayez, vous verrez. Au début, ça va peut-être un peu vous perdre, parce qu'on entend tellement cette expression faire l'amour. Mais être dans l'amour, ça peut être peut-être une belle manière de peut-être un peu plus lâcher prise et être dans la jouissance. C'est une très belle proposition, parce que je pense que le vocabulaire est très important. Vous insistez d'ailleurs beaucoup dans le livre. J'insiste beaucoup sur le vocabulaire, et effectivement le faire l'amour, mais de toute façon l'injonction est ça, c'est de faire l'amour pour maigrir, pour avoir de la dopamine, ça devient, il vaut mieux, entre la piscine et faire l'amour, il vaut mieux faire l'amour, ça visiblement c'est mieux. Et ça dénature un peu quand même... Oui, voilà, la relation et l'érotisme. Je savais que ce sexe au conseil allait vous plaire. J'ai pas pensé, oui. Alors, il vous reste 2-3 minutes pour peut-être encore gagner ce Lelo, ce stimulateur clitoridien Lelo. Vous savez que tous les jours sur Sud Radio, vous pouvez gagner un jouet. C'est en envoyant par SMS Brigitte au 7 20 18. Et dans quelques minutes à peine, le gagnant sera tiré au sort. Donc, vous pouvez encore vous inscrire pour gagner ce stimulateur Lelo. Olivier Delacroix, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes
auteur de ce livre, Le syndrome de l'imposteur, aux éditions Fayard. C'est un livre, on va le dire, assez autobiographique. J'ai l'impression que vous aviez envie de régler un peu vos comptes. Pas régler mes comptes, mais j'avais envie, à la soixantaine passée, d'évoquer ce syndrome de l'imposteur qui m'a accompagné dès l'enfance. Et comme le cinéma d'Audiard, comme les séries d'HBO que j'affectionne particulièrement parce qu'elles sont des fictions réalités, c'est-à-dire que quand on se retrouve devant, on se dit ça peut arriver, c'est vrai, c'est comme dans la vraie vie. J'avais envie de parler du syndrome de l'imposteur qui m'avait assez empoisonné la vie. En même temps qu'il fallait que je synthétise dans mon personnage toutes celles et ceux que j'ai croisés et qui ont aussi souffert de ce syndrome. Ce qui m'a permis de parler bien évidemment de mes propres expériences, mais aussi de celles... Alors je précise, Olivier Delacroix, qu'on vous connaît bien parce que notamment pour vos documentaires dans les yeux d'Olivier, oui. Vous avez aussi été un peu... un concurrent, puisque vous avez animé une émission le soir de Libre Antenne, où vous écoutiez les gens se confier. Alors peut-être un peu moins sur la sexualité que moi, mais quand même, voilà. Et moi, pourquoi je dis vous réglez un peu vos comptes ? Parce que je crois que c'est peut-être grâce à votre syndrome de l'imposteur que vous avez fait autant de choses. Peut-être que c'est... Vous savez, j'aime bien l'idée des contraires. C'est-à-dire que vous avez été un enfant qui a beaucoup souffert. Vous le racontez dans le début du livre. Vous avez beaucoup souffert. On vous a un petit peu... Vous étiez un peu le bouc émissaire. Et à un moment donné, vous avez pris votre revanche. Et vous avez réussi quand même médiatiquement. Enfin, on ne peut pas dire le contraire. Vous avez monté votre boîte de prod. Vous avez... Bon, alors vous avez rencontré des gens très très connus. Alors c'est que des pseudonymes. On devine un peu, mais je vais pas révéler les noms, bien sûr. Mais on devine un peu de qui vous parlez. Mais vous, pour des questions, on peut comprendre d'éviter les procès. Vous avez pris des pseudonymes. Et donc vous avez rencontré beaucoup de gens dans les médias qui sont des gens qui n'ont peut-être pas. Alors je sais pas comment dire parce que je vois notamment de celui dont vous parlez le plus, le fameux David. Je le connais un petit peu. Je pense que ce sont des gens qui ont un narcissisme un petit peu pathologique, quoi, et qui donc surjouent tout le temps sans même se rendre compte des dégâts qu'ils font autour d'eux. Que le pouvoir, que la télévision, en gros, parce que quand on a sa tête qui passe à la télévision, je crois qu'il faut être très armé, surtout quand ça arrive jeune, et qui, pour peu qu'ils aient déjà un ego surdimensionné dès le début, plonge dans un narcissisme aigu qui finit par les rendre fous. Oui, bien sûr, bien sûr. Et la politique aussi rend comme ça. La politique, la mode, la chanson, le cinéma. J'ai vu plusieurs personnalités figées, vous savez, dans cette gloire qui, tout à coup, les figer dans un personnage dont ils n'avaient même plus le pouvoir. Mais moi, je crois, et encore une fois, je ne sais pas si vous êtes d'accord, vous pouviez réagir aussi, Liliane Roudière. Je crois aussi que c'est leur entourage qui les rend comme ça, parce que tout le monde... le public aussi. Tout le monde leur dit yes, tu es le meilleur, et puis à un moment donné, ils sont persuadés qu'ils sont... Et puis on se prend pour Jupiter. Oui. Ils finissent par le croire. Et je crois que le public a une grande responsabilité dans tout ça. Parce que aduler quelqu'un comme ils le font finit par... Alors moi j'ai pas envie, parce que je crois que le public il a besoin de héros et puis le public lui il est admiratif. Il est assez innocent. Moi, ça m'arrive qu'on vienne vers moi de manière. Moi, je trouve toujours ça très émouvant. Ah, mais bien évidemment. Mais pour certaines personnalités dont je parle dans ce livre, c'est Brigitte. Je pense que tous les deux, on doit être à peu près au même niveau de personnes qui viennent nous voir dans la rue d'une manière très respectueuse en plus, parce que ça correspond souvent au travail que vous produisez. Là, on parle de gens qui sont en permanence sollicités et donc je pense que
il y a une responsabilité, mais assez innocente du public. Qui les agresse finalement. Qui les agresse, ouais, complètement. Et pour répondre à ce syndrome de l'imposteur, à la loi des contraires, vous avez raison que ce syndrome m'a toujours poussé, comme le roman de ce livre, à être toujours plus dans l'excellence. Et il a eu la vertu de me pousser toujours plus loin dans le doute, dans la non-confiance que j'avais en moi. Ça vous a empêché de devenir pathologiquement narcissique, justement. Oui, et puis un peu con aussi, je pense. Mais il faut rester un peu humain, sinon on pète les plombs. Hein. Moi, je m'interroge, je pense que le narcissisme... on est un peu prédisposé à. Je ne pense pas que, par exemple, j'ai pas l'impression que vous soyez devenu ni l'un ni l'autre narcissique. Je connais pas mal de gens comme ça. Donc je pense qu'il y a une sorte de prédisposition qui rend les gens insupportables, et infects, mais malheureusement on les retrouve beaucoup à la tête de tous les pouvoirs. Et pour en revenir à ce syndrome de l'imposteur, j'allais le dire, mais vous venez de le dire, c'est que j'ai remarqué qu'ils bossent 2 fois plus, quoi. C'est les gens qui sont atteints de ça, ils bossent, ils ont une exigence de perfection. Et il faut toujours remettre l'ouvrage sur l'établi parce que il faut encore prouver. Oui. Mais moi, j'adore tout ce que vous faites. Franchement, je connais pas tout par cœur. Merci beaucoup. Merci. J'ai été émerveillée quand j'ai su que vous veniez. Merci beaucoup. Ça me touche toujours beaucoup. Vous voyez, ça fait partie des choses qui sont très agréables lorsqu'on essaie dans ce milieu de... Pas essayer, mais quand on est normal dans ce milieu, c'est quelque chose qui est compliqué, en fait. Mais je pense pas que vous soyez normal non plus, Olivier Delacroix. Non, quand je dis normal... Je pense pas être normal non plus. Non, mais je pense qu'on a des valeurs, en fait. Liliane, qui est journaliste, elle va nous dire... Non, je cherche ce mot depuis des années. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les gens honnêtes ont-ils un avenir ?» Et là, je parle que des anonymes, justement. C'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure les gens ordinaires, vous dites les gens normaux. Je crois qu'on cherche ce mot entre nous, c'est-à-dire, comme vous dites, des gens qu'on est resté un peu dans le grand tour. On n'a pas forcément la carte pour aller partout, mais on est resté avec toutes nos valeurs, et j'arrive pas à trouver le nom. Effectivement, les gens ou normaux ou ordinaires ou le grand tout, je sais pas comment l'appeler. Dans mon livre, en fait, je parle d'une distance avec la réalité. Tous ces gens qui deviennent un peu fous à cause de ce pouvoir. Oui, bien sûr. Et donc mais ce que je veux dire par là, c'est que Olivier Delacroix, votre vie n'est pas normale. C'est dans ce sens que je dis, vous n'êtes pas normal. Non. Et alors, vous avez vécu des choses difficiles, hein, et vous racontez notamment quand vous avez 13 ans que vous avez un prêtre qui essaye de vous abuser. Oui. Vous livrez beaucoup dans ce livre. Oui. Et c'est en ça qu'on peut dire que vous n'êtes pas narcissiquement pathologique, parce que sinon vous montreriez pas sous des angles qui ne sont pas des angles non, mais positifs. c'est important de parler de ça. Mais c'est important parce que ça montre bien que votre fêlure, vos blessures ont fait aussi de vous celui qui est capable d'écouter, celui qui a eu envie de faire ses documentaires, celui qui s'intéresse à la misère humaine, parce que sinon... Aux blessures des autres. Aux blessures des autres. Oui. Et peut-être parce que vous avez été incompris, vous avez pu les comprendre, parce que vous avez réparé ce sentiment d'avoir été incompris. Je crois que instinctivement, quand on a été blessé, surtout très jeune, par celles et ceux qui sont censés nous protéger, bien sûr, nos premiers référents, et que vous êtes blessé par ces gens-là, vous développez une sorte d'instinct qui finit par, je ne sais pas, par aimanter, où on se reconnaît les uns et les autres. Au fil des années, en tout cas, une confiance s'est installée entre celles et ceux dont j'ai pu recueillir la parole et qui m'ont fait vraiment toute confiance. Et ça a été d'une grande valeur. Alors, Olivier Delacroix, dans ce livre, Le syndrome de l'imposteur, vous racontez aussi votre relation aux femmes, qui n'a pas toujours été très facile et qui a aussi été très douloureuse, notamment avec une femme certainement PN, comme on dit aujourd'hui. Mais je crois que ça vient aussi de votre fêlure. Et au début, tant qu'on ne s'est pas un petit peu renforcé dans sa fêlure, on est une bonne proie pour les gens un peu toxiques. On est modelable, on est manipulable, on est
Et puis on a tellement besoin de se sentir aimé et admiré que c'est facile de nous prendre dans les filets. Hein. Oui, et avec cette peur aussi de l'abandon, enfin je dirais toute une stratégie mise en place que vous connaissez par cœur lorsqu'on a affaire à quelqu'un de pervers narcissique, ça c'est certain. Mais on le voit, on a beau de mieux en mieux connaître le schéma. Je trouve que c'est toujours aussi difficile de résister à quelqu'un qui est comme ça, parce que il y a une forme de puissance et de non-respect aussi des règles. Alors, je crois, pour écouter beaucoup de témoignages depuis des années, je crois qu'en fait, quand on est un peu encore avec des fêlures, on est pris dans les filets de ces gens-là. Mais en même temps, ce ne sont que les belles personnes qui attirent ces gens-là. Donc en même temps, on est une belle personne, mais on n'est pas encore suffisamment construit. Et donc on a besoin d'être tellement aimé qu'on va accepter, parce qu'au début c'est tout beau, c'est tout rose. Hein, c'est magnifique même. C'est magnifique. Et puis après, tout doucement, c'est moins beau, puis c'est à nouveau très beau. Puis une fois qu'on est vraiment par terre, c'est là qu'on se rend compte qu'on est vraiment avec quelqu'un de très toxique. Mais au début, c'est tout beau. Hein. Oui, mais ça finit souvent dans l'horrible. C'est clair, mais c'est aussi dans l'affreux. C'est aussi là où on voit toute votre sensibilité qui était très écorchée et qui fait que vous avez été un peu plus qu'abîmé. Alors dans le métier, en revanche, on va y venir si vous voulez bien dans un instant, et on va parler de toutes ces rencontres dans ce métier. Vous racontez beaucoup d'anecdotes. Dommage, on n'a pas les vrais noms, mais on devine quand même un petit peu. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant, toujours avec Liliane Roudière et Olivier Delacroix. Tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Olivier Delacroix qui nous présente ce livre, Le syndrome de l'imposteur, aux éditions Fayard. Et Liliane Roudière est toujours avec nous. Et si j'ai pas envie, c'est aux éditions Fayard. Liliane Roudière, dans ce livre, Olivier Delacroix parle du devoir conjugal. Elle fait toute une enquête vraiment très très poussée sur justement ce devoir conjugal qui longtemps a été une sorte de passage obligé des femmes à la sexualité de leur mari. Et puis elle évoque aussi les jeunes aujourd'hui. Vous avez, vous, Olivier Delacroix, j'imagine aussi entendu ces femmes qui témoignaient dans... Beaucoup. Beaucoup de femmes qui attendaient le retour de l'homme qui avait travaillé toute la journée et qui... Je me souviens en fait d'une expression qui revenait souvent. J'attendais d'y passer. En fait, que vous avez dû entendre aussi. C'est le passer à la casserole. Voilà, passer à la casserole. Et ce qui m'a surpris le plus, c'est que c'était encore très présent aujourd'hui, y compris pour des jeunes femmes. Que je ne sais pas comment on peut appeler ça. Est-ce qu'on appelle ça une tradition? C'est quoi? C'est une tradition patriarcale? Oui. Ouais, mais c'est aussi une servitude sexuelle qui continue, malgré les progrès sociétaux. C'est assez affreux, surprenant. Mais oui, je l'ai entendu durant ces 6 années. Et avec, encore une fois, cette question, pourquoi elles acceptaient ça de manière... Enfin, c'est comme, vous savez, à chaque fois, je dis aux femmes qui prenaient des coups, à la première claque, au premier coup, même à la première insulte, il faut partir. Mais bon, c'est beaucoup plus facile pour moi de donner ce conseil que pour mes interlocutrices d'appliquer. Parce que où aller, comment faire quand on a des enfants? Non, je me suis aperçu qu'on était encore dans une société où beaucoup d'hommes considéraient leurs femmes comme leur propriété. Et ça reste quelque chose qui me surprend encore énormément, malgré le fait que je recueille un peu plus la parole, comme vous le faites, Brigitte. Mais c'est quelque chose qui me surprend encore et qui me heurte.
Oui, parce que vous êtes un homme qui est dans le respect de l'autre, ce qui n'est pas le cas de tous les hommes. Et vous savez, derrière, il y a toujours la famille, l'éducation, et c'est peut-être le jour où on protégera un peu plus les enfants qu'on améliorera la société. Hein, oui. Parce que je crois qu'il y a je ne sais plus combien de milliers d'enfants qui sont dans des foyers discordants, etc. Donc, enfin voilà. Mais revenons à ce syndrome de l'imposteur. Olivier Delacroix, on a beaucoup parlé de votre enfance, de votre rapport aux femmes, de votre tout ça. Et puis, à un moment donné, vous parlez du métier, dans les médias. Et c'est là où on voit la violence. Et vous allez jusqu'à raconter un truc quand même assez fou. De cet homme qui viole deux femmes et qui, et grâce à vous d'ailleurs, vous avez réussi à ce qu'il n'y ait pas de scandale qui éclate, mais c'est quand même fou de voir comment... comment on étouffe les choses. Oui, comment on étouffe les choses. Vous n'êtes pas surprise de ça? Non, moi j'ai pas été surprise, mais je pense que ça peut surprendre quand même ceux qui nous écoutent. Alors, comme je vous l'ai dit, nous sommes là dans un roman, et ce n'est pas moi, là vraiment... Oui, d'ailleurs il s'appelle Théo, voilà, votre il s'appelle héros. Théo. Enfin... Il est un homme que je connais, qui est un ami très proche, et qui a eu cette fonction de protéger, de s'occuper d'une personnalité qui s'appelle Guillaume dans le roman, et qui s'est avéré être quelqu'un... Mais ça, c'est quelque chose qu'on vous a raconté, mais qui s'est passé réellement, j'imagine. Qui s'est passé réellement, oui, bien sûr. Mais, et qui s'est passé avec ce Guillaume, mais qui... le nombre de personnalités des hommes, pour la plupart, bien sûr, que l'on a réhabilité ou qu'on a protégé, en achetant tout simplement, comme je le raconte, avec l'argent, vous arrivez à beaucoup de choses. Vous savez, aujourd'hui, le pouvoir, c'est ce que je raconte dans ce livre, il est occupé par beaucoup plus de personnes qui par beaucoup plus de méchants, en fait. J'appelle les méchants... C'est normal, parce que pour accéder au pouvoir, il faut un peu tuer quelques... il faut être assez sanglant. Quelques personnes qui aimeraient bien l'avoir à notre place. Donc forcément, il faut... Dans tous les milieux de pouvoir, de toute façon... C'est les meilleurs qui gagnent. Ouais, et il est rare de rencontrer... des gens très gentils qui soient arrivés au bout. Mais bon, voilà. Il y a toujours une exception qui confirme la règle. Il y a aussi des gens bien, je connais des gens bien qui occupent des pouvoirs, des places qui ont du pouvoir, et Dieu merci, il en reste. Mais ça s'est quand même inversé de plus en plus, je trouve, ces derniers temps. Et dans tous les milieux où il y a du pouvoir, de l'argent, il y a aussi dans notre pays, la France, beau pays qu'est la France, depuis toujours aussi une tradition de petits services rendus entre amis. Et voilà, il se trouve que les puissants se rendent service entre puissants, souvent au détriment des moins puissants. Et puis, on se protège entre puissants. Donc... ce que je raconte, ça arrive dans le milieu des médias, mais ça arrive dans le milieu de la finance aussi. Le pouvoir et l'argent étouffent beaucoup de choses. Même si aujourd'hui nous nous trouvons dans une société où les réseaux sociaux et certaines personnalités très courageuses ont manifesté de manière très... Encore une fois, je dis très courageuse. Le nom de cette actrice au César m'échappe, celle qui se lève pour... Adèle Haenel. Voilà, Adèle Haenel. Je trouve qu'elle a eu un courage incroyable, parce que en faisant ça, elle sait que... je ne sais pas si au moment où elle le fait, elle prend conscience que c'est tout un organe, toute une organisation, tout un métier qui va lui tourner le dos. Parce que d'un seul coup, c'est la petite qui dit non et qui décide de révéler la violence et tout ce qui peut se passer dans ce milieu. Donc partout où il y a du pouvoir, où il y a de l'argent, il y a des hommes qui pensent et qui continuent, comme votre livre l'évoque, qu'on doit pouvoir faire ce qu'on veut quand on a envie de le faire.
Et je crois que les réseaux sociaux, même si il m'arrive souvent de les considérer comme les pissotières où on va déverser anonymement sa haine et sa frustration, je crois que l'une des vertus de ces réseaux sociaux a quand même pu être de pouvoir révéler et mettre en lumière certains monstres médiatiques qui aujourd'hui ne peuvent plus se permettre la même chose. On est en fin d'émission. Juste une dernière question, Olivier Delacroix. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce roman qui est quand même assez autobiographique, le syndrome de l'imposteur, aux éditions Fayard? Parce que ça peut vous faire des ennemis quand même. Alors, je m'en fous royalement de me faire des ennemis. Et ce qui m'a poussé vraiment à l'écrire, c'est qu'il y avait de l'espoir. Je finis sur... oui, on n'a pas parlé de votre... voyage dans l'Himalaya, mais en effet, il y a de l'espoir. Oui, et il y a l'espoir aussi, vous l'avez évoqué tout à l'heure, que vous aimiez la science des contraires. Le syndrome de l'imposteur, au début, est une blessure qui s'impose à vous, mais il finit par être un élément essentiel dans votre construction et sociale, mais aussi émotionnelle. Et finalement, j'ai eu envie aussi d'écrire ce bouquin parce que c'est un message d'espoir pour toutes celles et ceux qui ont souffert ou qui souffrent de ce manque de confiance en soi, de ce syndrome de l'imposteur, pour leur dire on peut se construire et devenir solide. On peut s'en sortir, et on peut devenir fort et surtout faire cette rencontre magnifique, c'est de se rencontrer soi-même. Merci beaucoup Olivier Delacroix, ça s'appelle Le syndrome de l'imposteur, c'est aux éditions Fayard. Merci beaucoup aussi Liliane Roudière, et si j'ai pas envie, je l'ai dit, c'est vraiment une enquête intéressante sur les rapports entre les hommes et les femmes depuis la nuit des temps et aujourd'hui, donc ça va bien au-delà de simplement le devoir conjugal. Merci à tous. Lundi, on sera avec Gérard Salama et on va parler des femmes qui deviennent invisibles, les femmes de plus de 50 ans, comment faire, comment garder le désir malgré le corps qui vieillit. On en parle avec Gérard Salama qui est gynécologue. Et tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir.